Impressionnante la façon dont le ciel s'est teinté comme ça. À Tabrak, ils assuraient que les tempêtes de poussière frappent la région, générant un phénomène impressionnant. Ils assurent que même si les tempêtes de sable et de poussière sont normales, celles-ci auraient été très fortes, affirmant que c'est l'une des plus puissantes qu'ils aient connues depuis des décennies. Cela s'est produit en Libye. Selon les rapports, les cieux se teintent de rouge dans cette partie du monde. Une autre image qui attire l'attention aujourd'hui est cette attaque. Une attaque aérienne conjointe menée par les États-Unis et Israël qui a frappé le quartier général des forces aérospatiales des gardiens de la révolution islamique. Cela à l'ouest de Téhéran en utilisant 10 bombes lourdes qui visaient un centre de commandement important. Ceci est rapporté par les mêmes opérations, n'est-ce pas? Les mêmes soldats de ce pays affirment que ce centre de commandement était lié ou avait un rapport avec les opérations de missiles et de drones. Un sujet évidemment terrible. Une autre image qui a surpris, c'est ce que nous voyons ici. Au milieu de la forêt d'une île japonaise, à Hokkaido, un geyser est soudainement entré en éruption il y a... Hace unos momentos, según lo que Le geyser mesure entre 30 et 40 mètres de hauteur. Impressionnant, Okutava a marché et a publié ce message sur son compte Twitter. Devenu une grande armée de l'île japonaise, il est devenu une grande armée japonaise et s'est transformé en une. Il est devenu une grande armée japonaise, il est devenu une grande armée de l'île japonaise et continuera à se battre. Les attaques vont commencer, assure-t-il. Il assure qu'il continuera à se battre contre les États-Unis et contre Israël. Donc en fait, il n'y a pratiquement aucun changement. Aucun changement n'est signalé à cet égard. Bien qu'il y ait d'autres secteurs en Iran qui, soi-disant, disent qu'ils sont en dialogue, du moins lui dit que non. Aujourd'hui, de nombreux messages importants ont été annoncés par des dirigeants mondiaux. Parmi eux, il y a le Premier ministre d'Australie, le Premier ministre du Royaume-Uni et aussi Donald Trump lui-même. Nous allons voir de quoi il s'agit dans tous ces messages, qui évidemment font partie de la crise actuelle, la crise énergétique et la guerre en Iran. Écoutons ce que dit le Premier ministre d'Australie, voyons ce qu'il dit. Compatriotes australiens, par nature, nous sommes un pays optimiste. Mais le ministre, écoutons ce qu'il dit. Le ministre dit, Premier ministre d'Australie, ministre d'Australie, allons écouter, quel Premier ministre? Écoutons le Premier ministre, celui d'Australie, écoutons, ministre. Le diesel, l'Australie n'est pas un acteur direct dans cette guerre, mais tous les Australiens perdent des prix plus élevés à cause de cela. Ils le remarquent à la station-service et au supermarché, et je comprends que les routiers, les petites entreprises et les familles ont du mal à s'en sortir. Et la réalité, c'est que les impacts économiques causés par cette guerre se feront sentir pendant des mois. Ce soir, je veux m'adresser directement à vous pour vous parler de ce que le gouvernement fait pour protéger l'Australie en ces temps incertains, et aussi de ce que nous pouvons tous faire pour aider notre pays et nous entraider dans la période à venir. Lundi, le cabinet national a adopté le plan national de sécurité du carburant. Des dirigeants des deux bords politiques de tout le pays travaillent ensemble pour que l'Australie continue d'avancer. Ils s'assurent que nous soyons prêts afin que, si la situation mondiale s'aggrave et que notre approvisionnement en carburant est gravement perturbé à long terme, nous puissions coordonner les prochaines étapes ensemble. Aujourd'hui, nous réduisons de moitié la taxe sur les carburants en baissant la taxe sur chaque litre d'essence de 26 centimes. Ces économies ont-elles déjà commencé à se refléter dans ta station-service? Pour nos chauffeurs routiers, nous avons réduit à 0 la redevance d'utilisation des routes pour les poids lourds. Les deux mesures resteront en vigueur pendant les prochains. Nous travaillons à faire baisser le prix du carburant, à produire plus de carburant ici, à le garder dans le pays et à en importer davantage en utilisant nos solides relations commerciales avec la région pour amener plus d'essence, de diesel et d'engrais en Australie. Maintenant, il est naturel pour les Australiens de vouloir apporter leur contribution et il existe des moyens simples de le faire.
Tu dois continuer tes activités et vivre ta vie. Le carburant, la petite contribution, le carburant australien, des moyens simples dans lesquels tu dois, maintenant des moyens simples, continuer avec les activités. Le carburant maintenant, c'est australien, leur petite contribution, tu dois. Pense aux autres, à ta communauté, à la campagne et aux industries essentielles. Et dans les prochaines semaines, si tu peux passer au train, au bus ou au tramway pour aller au travail, fais-le. Cela augmente nos réserves et économise du carburant pour les personnes qui n'ont pas d'autre choix que de conduire. Les agriculteurs, les mineurs et les travailleurs qui ont besoin de diesel tous les jours. Et tous ces travailleurs postés et infirmiers qui font tant pour notre pays. Les prochains mois pourraient ne pas être faciles. Je veux être honnête à ce sujet. Aucun gouvernement ne peut promettre d'éliminer les pressions causées par cette guerre. Je peux promettre que nous ferons tout notre possible pour protéger l'Australie du pire de cette situation. Ce sont des temps incertains, mais de cela je suis absolument certain. Nous relèverons ces défis mondiaux à la manière australienne, en travaillant ensemble et en prenant soin les uns des autres, comme nous l'avons toujours fait. Merci et bonne nuit. Eh bien, c'est le message lancé par Albanese lui-même, le Premier ministre Anthony Albanese, Premier ministre d'Australie. Eh bien, les pays commencent pas déjà à se préparer, on commence à voir un manque d'essence, ils sont déjà en train de le calculer dans certains endroits où les jours de travail sont réduits, où les gens ne vont pas travailler. Ils restent donc chez eux, travaillent depuis chez eux. Voilà. Cette guerre, eh bien, à la fin, on accuse l'Iran d'une certaine manière de prendre en otage l'économie mondiale pour sortir de la guerre. C'est la stratégie qui est en train d'émerger. Eh bien, c'est une stratégie qui génère une pression de plus en plus intense sur cette région et sur le monde entier. Un message qui attire aussi l'attention, c'est qu'il y a également un message commun que Keir Starmer transmet. Écoutons ce qu'il dit. Le conflit au Moyen-Orient entame son 2e mois. Et même si nous travaillons rapidement pour parvenir à une désescalade et à la paix, il est maintenant clair que l'impact de cette guerre affectera l'avenir de notre pays. Alors aujourd'hui, je veux assurer au peuple britannique que, peu importe la force de cette tempête, nous sommes bien préparés à l'affronter. Et que nous avons un plan à long terme pour en sortir, en devenant une nation plus forte et plus sûre. Tout d'abord, permettez-moi de le redire une fois de plus, ce n'est pas notre guerre, nous ne nous laisserons pas entraîner dans ce conflit, cela n'est pas dans notre intérêt national. Et la manière la plus efficace d'alléger le coût de la vie en Grande-Bretagne est de favoriser la désescalade au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz, qui est une route vitale pour l'énergie. À cette fin, nous explorons toutes les voies et pistes diplomatiques à notre disposition. Le ministre des Affaires étrangères et le chancelier ont rencontré leurs homologues du G7. Le ministre de la Défense s'est rendu au Moyen-Orient pour dialoguer avec nos partenaires. Et le Royaume-Uni a réussi à rassembler 35 nations autour de notre déclaration d'intention afin de promouvoir ensemble la sécurité maritime dans tout le Golfe. Et aujourd'hui, je peux annoncer que plus tard cette semaine, le ministre des Affaires étrangères organisera une réunion qui rassemblera ces nations. Pour la première fois, où nous évaluerons toutes les mesures diplomatiques et politiques viables que nous pourrons prendre pour rétablir la liberté de navigation, garantir la sécurité des navires et des marins pris au piège et rétablir l'acheminement des produits essentiels. Après cette réunion, nous convoquerons également nos planificateurs militaires afin d'examiner comment nous pouvons rassembler nos capacités et rendre le détroit accessible et sûr, une fois que le combat sera terminé. Parce que je dois être honnête avec les gens à ce sujet, ça ne sera pas facile, j'ai parlé avec les responsables. Bon, voyons, le message ne s'arrête pas là, mais pour commencer, faisons une pause près de Wise, parce qu'il dit qu'on ne va pas nous entraîner dans la guerre. Cela, eh bien, montre très clairement que le Royaume-Uni n'est pas intéressé par le conflit en ce moment. Et bon, ça va un peu plus loin. Écoutez la suite.
Ce n'est pas notre guerre, nous ne nous laisserons pas entraîner dans le conflit, cela n'est pas dans notre intérêt national. La meilleure façon de agir sur le coût de la vie en Grande-Bretagne est de faire pression pour une désescalade au Moyen-Orient. Il le réitère là, mais à ce stade, disons-le. Voilà. Yossi, le président Trump a déclaré hier dans une publication sur les réseaux sociaux qu'il n'aiderait plus le Royaume-Uni. C'est à quel point prenez-vous au sérieux cette menace de la part de notre principal allié? Eh bien, il est très important que ce soit clair. J'ai subi beaucoup de pression pour changer ma position sur une entrée en guerre et je ne vais pas changer ma position sur la guerre. Donc, quelle que soit la pression, quel que soit le bruit, je suis le Premier ministre britannique et je dois agir en fonction de nos intérêts nationaux. Je dois dire qu'en matière de défense, de sécurité et de renseignement, nous travaillons évidemment en étroite collaboration avec les États-Unis, comme nous le faisons toujours. Et en ce qui concerne la planification dans le détroit d'Ormuz, bien sûr, cela implique également de dialoguer avec les Américains. Donc, comme je le dis, quelle que soit la pression, quel que soit le bruit, mon travail en tant que Premier ministre britannique est de me concentrer sur ce qui sert l'intérêt national britannique. C'est ce qui m'a guidé tout au long de ce conflit jusqu'à présent et cela continuera de me guider à mesure que nous avancerons. Merci beaucoup. Eh bien voilà, il l'a dit assez clairement lors de cette sorte de mini-conférence de presse qui a eu lieu à ce moment-là, avec celle-ci aussi. Eh bien, dans tout cela, on attend aussi que d'autres dirigeants du monde s'expriment. Donc il est possible que nous voyions un peu plus de mouvements, de discussions, de conversations avec ces pays, mais cela, nous le verrons sûrement plus tard. En attendant, Donald Trump demande déjà un cessez-le-feu. Enfin, il dit plutôt que l'Iran demande un cessez-le-feu. C'est différent. Et il y a de nombreux rapports qui parlent de messages qui seraient échangés. Et le président Massoud Pezeshkian lui-même aurait averti qu'en effet, il y a bien un échange d'informations, dit-il, mais pas un feu vert. Il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire ce que disent les Iraniens, il y a des négociations, mais non. Il n'y en a pas vraiment... Pardon, il y a des échanges, mais pas de négociations. C'est ce qu'il affirme, mais tu confirmes qu'ils sont en contact et communiquent, ce qui est important. Donald Trump a lancé ce message. Voyons si nous pouvons l'afficher à l'écran. Il a lancé ce message qui dit ce qui suit. Le président des États-Unis déclare dans la publication sur Truth Social, juste à l'ouverture des marchés, que le président du nouveau régime iranien, faisant possiblement référence à Massoud Pezeshkian, avait demandé un cessez-le-feu aux États-Unis, lequel, a-t-il affirmé, envisagera un cessez-le-feu. Une fois que le détroit d'Ormuz aura été ouvert, qu'il sera libre et dégagé. Jusqu'à présent, nous bombardons l'Iran jusqu'à l'anéantissement ou, comme on dit, jusqu'à le ramener à l'âge de pierre, déclare le même président iranien. Un sujet évidemment énorme, et regardez, au milieu de tout ce chaos, au milieu de tous ces sujets, le Royaume-Uni continue d'observer et continue à publier. Les services de renseignement du Royaume-Uni, oui, publient ce qui se passe et comment la situation évolue en Iran. Il faut rappeler que le Royaume-Uni participe, mais pas aux attaques. Oui, regardez, c'est la publication qu'ils font aujourd'hui. Ils ont un rapport du ministère de la Défense dans lequel ils indiquent qu'aujourd'hui, c'est le 1er avril. Comme vous pouvez le voir, ils font leur rapport, des rapports de renseignement militaire sur ce qui se passe concernant ce sujet. Et ils assurent qu'ils auraient réussi à abattre rien que ces dernières heures. Selon ce que l'on sait, il s'agit de 10 drones iraniens pendant la nuit. Et cela est positif, car il y a des zones à haut risque qu'ils protègent aux Émirats arabes unis et dans la région du Moyen-Orient. D'après les rapports, des avions F-35, des Typhoon, des hélicoptères, etc., britanniques évidemment, effectuent de nombreuses missions militaires. D'après les rapports, ils ont 1000 militaires britanniques déployés au Moyen-Orient pour défendre les intérêts du Royaume-Uni. Il y a des opérations défensives dans les pays suivants: Qatar, Émirats arabes unis, Chypre qui est une île en Méditerranée, Jordanie et Bahreïn. Émirats arabes unis, oui, je l'ai dit, n'est-ce pas? Eh bien, le fait est que voilà, c'est cette approche défensive qu'a le Royaume-Uni.
Aussi, d'un autre côté, il y a une réaction de la part de Téhéran, de la part de ce pays, dans laquelle ils assurent. Eh bien, Aragashi, le premier ministre de ce pays, aurait lancé un message qui est, clé pour comprendre ce qui se passe. Au final, il a été l'un des personnages les plus communicatifs. Au final, c'est son travail, non. C'est d'établir des relations avec l'extérieur au nom de l'Iran. Non, c'est le poste qu'il occupe. Et jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui continue d'opérer, ce n'est pas un personnage proche de l'ancien guide suprême. Et pour l'instant, il continue aussi d'opérer avec le nouveau guide suprême, en supposant que ce nouveau guide suprême soit vraiment en fonction maintenant. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « L'Iran a officiellement accusé ou accuse officiellement l'Ukraine cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il accuse l'Ukraine de participer activement à la guerre contre Téhéran. L'accusation a été présentée à l'ONU dans une lettre adressée au secrétaire général Antonio Gutiérrez et au Conseil de sécurité. Est-ce que quelqu'un se souvient où se trouve Antonio Gutiérrez ? Est-il déjà apparu dans cette guerre qui dure depuis plus d'un mois ? Où est Antonio Gutiérrez ? Raphaël Grossi est apparu, même le directeur de l'OMS est apparu. Et Antonio Gutiérrez, où est-il ? Selon les rapports, l'Iran affirme que l'Ukraine serait légalement responsable en tant que partie au conflit selon le droit international. L'Ukraine répond de manière ferme, qualifiant les accusations de mensonges et rappelant que l'Iran a fourni des milliers de drones à la Russie. Kiev affirme que près de 60 000 drones iraniens ont été utilisés par la Russie contre le territoire ukrainien depuis 2022. En plus, il y a des conseils et aussi des infiltrations militaires de l'Iran en Crimée, une zone envahie par la Russie. L'Ukraine insiste sur le fait qu'elle n'a pas attaqué directement l'Iran, mais qu'elle partage simplement son expérience pour abattre des drones, ce que plusieurs pays ont demandé. Zelensky a affirmé que plus de 10 pays ont sollicité l'aide de l'Ukraine contre les drones iraniens. La tension monte encore d'un cran lorsqu'un haut responsable iranien comme Abbas Sarghachi lance ce genre de message. Maintenant, les Émirats arabes unis lancent également un avertissement, comme je vous le disais ce matin un peu plus tôt. Ils disent qu'ils vont déjà entrer dans le conflit, qu'ils sont déjà en train de négocier pour y participer, ils veulent former une alliance avec des pays d'Asie, nous verrons si cela aboutit. Le ministre de l'Industrie des Émirats arabes unis a aussi réagi. Sultan Al-Jaber a lancé un avertissement mondial. Le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran est une extorsion pour l'économie mondiale. Ce détroit est l'un des points stratégiques de la planète, dit-il. Environ 30% du gaz liquéfié de la planète et aussi 20%, soit un cinquième du pétrole mondial transitent par là. L'impact, dit-il, se fait déjà sentir et va continuer à se faire sentir. Les prix de l'énergie, du transport, de l'alimentation. Ici au Mexique, les engrais ont déjà augmenté de 53%. Ici au Mexique, le prix des engrais est déjà en train de monter en flèche. Et cela a évidemment un effet que nous allons constater au supermarché. En Asie, certains gouvernements appliquent déjà des mesures extrêmes comme la réduction de la semaine de travail, le rationnement du carburant et la limitation de la climatisation. Pendant ce temps, alors que toute cette situation se déroule, on avertit qu'il y a un tournant géopolitique de la part des États-Unis où d'abord ils s'impliquent dans un conflit, puis ensuite ils annoncent qu'ils vont s'en retirer. Mais dans une position où il est sous pression, par qui ? Par les gens de Marga, par les républicains les plus proches de Trump. Les États-Unis ont annoncé un tournant stratégique historique, cesser d'assumer la sécurité du détroit d'Ormuz qui va s'en charger. Alors, le détroit d'Ormuz sera contrôlé par l'Iran, il sera dirigé et protégé par la Chine. Si les États-Unis se retirent, qui va rester là-bas ? Donald Trump a posé comme condition que pour qu'il y ait un cessez-le-feu avec l'Iran dans le détroit doit être ouvert. L'Europe se retrouve dans une position totalement délicate. Pourquoi ? Parce que l'Asie. En général, cela représente 80% de leurs exportations de pétrole. Donc si au niveau mondial c'est un cinquième, oui, mais pour eux, c'est tout. C'est-à-dire que pour l'Asie, 80% de ce qu'ils consomment vient de cette région. Donc cela reviendrait à paralyser l'Asie, à paralyser le Japon, les Philippines, l'Indonésie, Singapour et même la Chine. India. En effet, ils n'ont plus de pétrole. Il y a déjà des restrictions et de longues files aux stations-service.
pour le gaz aussi. Eh bien, le problème, c'est que la situation se complique entre-temps, car on attend qu'il y ait une Coupe du Monde. Que se passe-t-il avec ça? Le citoyen américain est-il prêt à accueillir les gens et à entendre qu'ils crient pour leur pays? On dirait que non. Regardez. Il y avait des Irakiens, beaucoup nés aux États-Unis mais d'origine irakienne, qui soutiennent l'équipe de football irakienne. Alors ils étaient à l'aéroport. Voilà, ils étaient à l'aéroport en train d'acclamer, en criant Irak, Irak, parce qu'il va y avoir un match. Ils venaient à Monterrey, depuis le Texas, ils venaient à Monterrey, des Irakiens qui vivent au Texas, ils venaient à Monterrey pour voir le match. Et ils ont été attaqués par la population, des citoyens des États-Unis, qui ont commencé à leur crier de se taire. Imaginez quand ils verront des gens du monde entier crier pour leur drapeau, des Mexicains dire Mexique, Mexique, et chaque jeune crier pour le pays qu'il soutient. Parce qu'au final, c'est ça la Coupe du Monde, une fête de dire « Hey, moi je vais gagner, non toi, mais au fond c'est une fête après tout. » Et ces personnes se sont fâchées et leur ont arraché les pancartes, ils leur ont pris le drapeau, enfin ils sont devenus très agressifs. Ils appelaient même les agents de l'ICE pour qu'ils entrent dans cet endroit. De malvagios laulanos. Canex Nobian. Il est arrivé, il est américain, il est arrivé, il est américain, et bon, ils lui ont dit « Hé, tranquille, on est ici pour la Coupe du Monde ». Je ne sais pas ce que ça lui a fait à l'individu, et bon, ils sont devenus un peu intenses. Cet individu, ce personnage qui est en rose et qui, en orange. Celui en rose, c'est celui qui le calme. C'est là qu'ils se rejoignent, et celui en orange les fait tomber en leur enlevant la grande pancarte. Imaginez-vous, c'est-à-dire, c'est la polarisation que Donald Trump a générée pendant des années. Et ils veulent organiser une Coupe du Monde. Comment vont-ils accueillir les pays du monde? La vérité, c'est que oui, c'est hallucinant, et bon, voilà la situation en ce moment. Maintenant, passons à d'autres sujets également intéressants. Regardez, il y a plus d'images de ce qui se passe avec les ciels rouges qui sont apparus là-bas en Libye. Mais ils apparaissent aussi dans d'autres régions du monde où l'on observe ce ciel rouge, comme en Grèce par exemple. En Crète aussi, le ciel s'est devenu complètement orange-rouge. Un sujet qui, évidemment, attire l'attention aujourd'hui comme hier. N'est-ce pas? Alors, eh bien, voilà les phénomènes météo étranges qu'ils connaissent en ce moment. Et passons aussi à autre chose. Une autre image, également surprenante, s'est produite lors d'un grand incendie qui a ravagé, est-ce bien ce qu'il rapporte? À Acapulco, le vent et un incendie devenu incontrôlable ont ravagé 700 voitures. Selon les informations, environ 700 voitures ont été touchées ou endommagées, et beaucoup d'entre elles ont évidemment été détruites. C'est vraiment quelque chose de très grave là-bas à Guerrero. Et bon, il y a aussi un autre sujet qui attire l'attention. Il est rapporté et confirmé que les Iraniens auraient tiré des missiles de croisière contre le Qatar ce matin. On sait que l'Aqua, un pétrolier de Qatar Energy, a été touché directement, tandis que 2 autres missiles ont été interceptés. Le Qatar possède la plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient. Le Qatar abrite cette immense base. Et c'est aussi pour cette raison que, pour les Iraniens, c'est l'une des cibles essentielles, n'est-ce pas, pour eux. Alors, nous voyons comment on continue de lancer des drones, on continue de lancer des missiles, contre donc les bases des États-Unis, ou en tout cas aussi contre l'infrastructure des pays voisins. Cela, eh bien, c'est aussi une partie importante de ce qui se passe. Au fait, un autre sujet qu'il vient de mentionner, c'est que c'est incroyable, il vient de le dire, Trône, écoutez ça, il vient de le dire, Trône, qu'il va arrêter de fournir des armes à l'Ukraine, à moins que l'Europe ne s'engage à rouvrir le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire qu'il va arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est du chantage à fond de la part de Trône, en disant si ce n'est pas ça, eh bien moi j'ai ça, et voilà, c'est comme ça, non? Il avait déjà mis du temps à donner un message de ce genre. Bon, il continue d'apparaître des images en Crète, en Grèce, en Libye. Voyons un peu plus d'images de celles-ci. Eh bien, de ce ciel rouge, n'est-ce pas?
En voilà une, en voici une autre. Subhanallah. Impressionnant, impressionnant, impressionnant à voir. C. Conditions climatiques dans cette région. Allons à la carte, c'est cette région du monde. Voyons, c'est ici, là, c'est la Libye, c'est ce morceau, la Grèce, et ici c'est la Crète. Alors, cela veut dire qu'au moins ce que nous avons comme rapport concerne cette zone, ça doit être un énorme nuage de poussière et de sable qui rend le ciel rouge dans cette région. Nous verrons si en Égypte, en Algérie, en Turquie, dans d'autres pays de la région, le phénomène se produit. Mais quelle folie, non? Surtout en ce moment où il y a un conflit tout près. Voir ce genre d'image, c'est comme dans un film, non? Maintenant, on dirait vraiment une métaphore de ce qui se passe dans cette région du monde. Écoutez, si vous y allez en direct, d'accord, mettez un like et partagez s'il vous plaît. On dirait qu'on est sur Telegram, là sur Telegram, on rapporte toujours ce qui se passe dans le monde. Évidemment, on essaie de vous tenir au courant plusieurs fois par jour. Avec des analyses, mais aussi avec des données, des faits sur ce qui se passe dans différentes parties du globe. Donc dans un instant, on passera au reportage. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est que, Artemis effectuera un vol d'environ 10 jours autour de la Lune. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura des informations en direct en permanence. Pendant les 10 jours, ils vont faire des reportages en direct sur l'avancée du vol d'Artemis. Il s'agit de tester un vaisseau qui, pour la première fois, va se diriger vers la Lune. Ils ne veulent pas la faire atterrir, ils veulent d'abord lui faire faire le tour complet de la Lune. Si cela réussit en 10 jours, cela signifie que le vaisseau. S'ils analysent et voient qu'il n'y a pas trop de risques et qu'Artemis fonctionne, non. Ce projet Artemis, s'il fonctionne correctement, non, alors ils iront sur la Lune, ils vont à nouveau marcher sur la Lune, mais pour l'instant c'est juste 10 jours pour faire le tour de la Lune. N'est-ce pas très intéressant? Nous en parlerons aussi en détail. En attendant, passons à l'information suivante. Regardez cette image. Il se passe quelque chose avec Donald Trump. On le voit dans cette voiture. La bête, comme on l'appelle, ce n'est pas lui. Là, voilà, là va Donald Trump. Selon ce que rapporte le président, Trump serait sorti personnellement en direction de la Cour suprême. Cela donc pour assister aux arguments oraux concernant la fin de la citoyenneté par droit de naissance. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens des États-Unis ne soient plus des citoyens américains. Autrement dit, si ses parents sont étrangers, il n'est plus américain. C'est ce qu'ils souhaitent. Cela va à l'encontre de la Constitution des États-Unis. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'au final, c'est ce que les États-Unis ont fait. Que ce soit un pays comme il l'est maintenant, enlever cela, enlever l'essence. Les États-Unis. Et c'est un sujet, qui a beaucoup dérangé, mais bon, c'est la direction que prend toute cette affaire. C'est un moment particulièrement grave et c'est déjà une discussion qui a lieu depuis des années dans cette région du monde. Au fait, le pétrole reste au-dessus des 100, même s'il est juste à 100 en ce moment. Il est à $100 et 45 centimes d'après ce qu'il rapporte. C'est à $100. Le pétrole a baissé, là on le voit même jusqu'à 99. Et les cendres n'ont pas réussi à faire baisser le prix du pétrole. Pour le moment, du moins, non. Il se passe quelque chose parce que ce n'est pas normal. Je veux dire, cette baisse n'est pas normale. Surtout parce que le conflit est toujours en cours. Il continue d'attaquer le Qatar dans les prochaines minutes, les enfants, parce que le pétrole baisse. Est-ce que ce sont les réserves en ce moment ou qu'est-ce qui se passe? Nous analyserons cela plus tard. Plus tard, nous verrons si nous parlerons des vagues d'attaques qu'ils lancent, parce qu'ils continuent de mener de violentes attaques contre l'Iran et ils iront aussi vers l'extérieur. Donc, nous en parlerons dans un instant. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, on se retrouve dans un instant. À bientôt.